Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette table ronde sur l'autonomie de l'Europe vis-à-vis des industries de santé. Merci à nos invités, donc Olivier Nataf, Serge Bernasconi, Nicolas Bouzou. On a Pierre Luzeau qui est en présence vidéo avec nous et on a vu Paul Hudson la semaine dernière pour lui poser des questions qui vont être abordées au cours de cette table ronde. Donc on a 5-6 questions qu'on voudrait aborder au cours de cette session sur l'autonomie de l'Europe. Donc, c'est des questions sur le périmètre d'une éventuelle relocalisation des industries de santé, la chronologie, le coût que ça représenterait, le rôle des États, et puis la question à se poser de savoir si c'est la bonne priorité pour l'Europe de se poser ces questions. On va commencer avec la première question qui est celle donc, du périmètre envisageable, raisonnable d'une relocalisation des industries de santé ou d'une partie des industries de santé en Europe. Et on va commencer avec justement la pastille de Paul Hudson, puisqu'on lui a posé cette question en premier, et ensuite je me permettrai de faire réagir les invités. Donc on va passer la première vidéo de Paul Hudson, s'il vous plaît. J'ai entendu la volonté de ramener de la production en Europe. Nous savons qu'à bien des égards, la Chine est déjà autonome et indépendante, de même que les États-Unis. Nous, chez Sanofi, nous avons 40 sites industriels en Europe, mais nous n'y fabriquons pas tous les médicaments essentiels. Et quand j'échange avec des ministres de la Santé de plusieurs États européens, ils ont été en rupture de stock sur des médicaments importants, des médicaments pour les thromboses, les maladies cardiovasculaires, et ce depuis des années, pas seulement pendant la pandémie. La pandémie a mis ce sujet au premier plan. 63% des principes actifs pharmaceutiques sont fabriqués en Inde et en Chine, et près de la moitié en Chine. Alors, lorsque vous êtes sous pression, il faut pouvoir dire comment s'assurer que les médicaments essentiels pour l'Europe sont fabriqués en Europe pour l'Europe. C'est le seul moyen de le faire. Alors, donc Paul Hudson dit que tous les médicaments ne sont pas produits en Europe et qu'on a une forte dépendance vis-à-vis de l'Inde et de la Chine. Il se concentre sur les médicaments essentiels en disant que, effectivement, ce seraient peut-être les médicaments qui prioritairement doivent être localisés en Europe. Nicolas, je vais te poser la première question. Est-ce que tu veux réagir à ce que vient de dire Paul Hudson et est-ce que tu veux nous réveiller ? Je suis désolé de commencer par ça. Je ne suis pas un fanatique de la thématique des relocalisations. Je suis fanatique du fait d'être avec vous et de le traiter et d'en parler. Mais je ne pense pas que ce soit une priorité. Je pense que, comme on dit en très mauvais français, c'est un thème qui est un peu déceptif. Parce que je pense que le spectre possible des relocalisations est assez réduit. Et peut-être pour nuancer un peu ce qu'a dit Paul Hudson, alors comme il n'est pas là, c'est très mal élevé ce que je vais faire puisque je lui apporte la contradiction alors qu'il n'est pas là. Mais les produits essentiels, on peut en disposer sans les produire nous-mêmes en réalité. Pour l'instant, ça n'a pas très bien marché. Non, mais ça n'a pas très bien marché parce qu'on ne les avait pas achetés, parce qu'on ne les avait pas stockés. Mais moi, j'ai un masque, je ne fabrique pas de masque. Si vous voulez, je les achète et je les stocke et j'en ai suffisamment pour ne pas en manquer. Et si je les fabriquais, j'aurais sans doute des masques de moins bonne qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, c'est très tentant l'idée selon laquelle, pour être souverain, il faut produire sur son propre sol. Mais mon devoir désagréable, c'est aussi quand même de montrer les limites de cette stratégie. Limites dans la mesure où on peut produire moins bien, des produits de moins bonne qualité et à des coûts plus importants que ce qui est produit à l'étranger. Ça, c'est ce que les économistes, alors ceux qui ont des souvenirs d'économistes appellent la théorie des avantages comparatifs, mais toute la théorie du commerce international est basée là-dessus. Elle est basée sur le fait que l'échange, ça sert quand même à quelque chose et que l'idée de se dire, ce qu'on appelait les théories mercantilistes, il faut tout produire sur son sol, c'est séduisant, mais en fait, ce n'est pas forcément efficace. Et la deuxième chose, c'est qu'au fond, ce dont on a souffert dans cette crise, c'est plus, mais je jette la pierre à personne, hein, parce que c'est compliqué, mais c'est plus un problème d'anticipation, c'est plus un problème de logistique, au fond, qu'un problème de production sur le sol français. Et du point de vue économique, en fait, ce qu'on a plutôt intérêt à produire sur le sol français, c'est des choses à forte valeur ajoutée qui vont attirer de la recherche et développement, qui vont apporter de bons emplois, qui vont apporter de bons salaires. Et en plus, c'est un peu notre destin, c'est un peu une obligation du point de vue économique, parce que comme on est un pays à fort coût de main-d'œuvre, avec des charges sociales qui sont élevées, qui sont les plus élevées du monde, en réalité, ce qu'on appelle le coin social, on est obligé, en quelque sorte, de produire des choses qui valent cher. Et ces choses qui valent cher, ce ne sont pas forcément des produits de première nécessité. Et pour finir vraiment de détruire l'ambiance jusqu'au bout, hein, comme ça après je me tais et on pourra dire des choses positives, mais
L'idée de relocaliser du Doliprane, en fait, alors je vais le dire un peu brutalement, c'est pile ce que je n'aurais pas fait. Parce que le Doliprane, en fait, je pense qu'on peut en acheter assez facilement. Et je ne suis pas sûr, alors on l'a fait parce que pour des raisons politiques, c'est très sympa de dire le Doliprane, c'est quand même super important parce qu'on a mal à la tête, machin, un truc. Bon. Mais, le Doliprane, c'est un médicament Sanofi, on le rappelle. Non, mais bien sûr. Dis, ouais. Non, mais d'ailleurs, ma critique ne s'adresse pas à Sanofi, ma critique est plutôt d'ordre politique parce qu'en fait, Sanofi a bénéficié et a eu tout à fait raison de bénéficier d'un contexte politique qui était favorable à ça. Mais moi, ce qui me passionne aujourd'hui dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrialisation de la santé et dans le sujet qui est un vrai sujet de la souveraineté sanitaire, c'est mais comment est-ce qu'on s'organise pour faire une super innovation en France, pour avoir un accès au marché qui soit fluide, pour avoir des usines, pour avoir les meilleurs chercheurs du monde. Tout ça va diffuser avec des emplois qui ne seront d'ailleurs pas forcément que des emplois à forte valeur ajoutée, mais derrière, vous avez des chaînes logistiques à imaginer. Bon, bref, je pense qu'on serait bien inspiré de regarder l'innovation et de regarder l'avenir et de ne pas s'enfermer dans cette thématique de la souveraineté qui, en plus, et je renvoie aussi aux travaux de notre collègue Emmanuel Combe, qui est l'un des meilleurs spécialistes de ce sujet en France, l'un des meilleurs spécialistes du commerce international, la question de la souveraineté économique qui est assez difficile à définir. Et quand on commence à rentrer, à ouvrir la porte de cette question de la souveraineté, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi, et c'est la porte ouverte à des discours qui ne sont pas forcément des discours très rigoureux du point de vue économique. Ok, merci. Je suis vraiment désolé. Non, non, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Olivier, est-ce que tu veux réagir à ça ? Avec plaisir. Je vais être peut-être dans d'autres termes, mais assez d'accord avec ce que vous venez de dire, dans la mesure où moi, mon challenge, on va dire, avec le mot de relocalisation, c'est que pour moi, il signifie que l'on va essayer de faire revenir quelque chose qui est parti. Et donc, par définition, on va faire revenir quelque chose d'ancien. On est encore une fois dans le regard en arrière, dans un retour en arrière quelque part de quelque chose qui est parti, alors qu'en fait, la souveraineté, à la limite, me gêne moins comme terme, à partir du moment où on établit qu'on essaye de le faire de manière plurielle. Donc, il faut que cette souveraineté ou que cette volonté de ne pas être en situation de pénurie, par exemple, se traduise par une stratégie multiple qui ne soit pas une stratégie d'autosuffisance et de repli sur soi. Et donc par là, on peut avoir effectivement des stratégies de stock qui sont un petit peu plus anticipées que celles que l'on a pu voir sur des produits essentiels, mais aussi une multiplicité des chaînes d'approvisionnement et des sources d'approvisionnement, les voies maritimes, la logistique. Et donc surtout, il faut faire en sorte, un peu à l'inverse de ce qui a pu se faire dans la situation peut-être, de continuer à avoir des flux commerciaux et de ne pas fermer justement les frontières dans des situations de crise comme ça. Parce que si vous faites une relocalisation, vous déplacez finalement le risque géographique et que de toute façon, quelqu'un aura un problème quelque part. Donc il faut créer une interdépendance, il faut créer finalement des rapports de force positifs, c'est-à-dire on produit ce dont on aura besoin demain, de manière à ce que quelqu'un quelque part ait besoin de ce que nous produisons, pour que nous puissions avoir en retour ce qu'eux produisent. Donc il doit y avoir, à mon avis, ce rapport de force positif, et ça se fera, je pense, si on investit sur de l'innovation, sur du besoin futur, plutôt que de relocaliser du besoin passé, finalement. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pierre Luzeau. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous nous entendez bien, c'est bon ? Je vous entends très bien. Merci Bonjour beaucoup. À tous. Alors, bon, là, on a eu 2 points de vue plutôt négatifs sur le simple fait qu'il y ait ou pas une pertinence à vouloir relocaliser une partie de la production des médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous faites et puis réagir à ça, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez le même point de vue. Sur certains points, j'ai le même point de vue. Pour d'autres, je vais y revenir. Alors d'abord, ce que fait Sequence, nous sommes un groupe intégré et mondial de synthèse pharmaceutique. Ce qu'on fabrique, ce sont les principes actifs et les intermédiaires qui servent à fabriquer ces principes actifs. Nous avons 24 sites dans le monde et 14 en France. Donc je ne cache pas mon inclinaison pour ces sujets de relocalisation, en sachant d'ailleurs qu'on a sur-relocalisé, nous, Sequence, bien avant que le sujet du Covid-19 n'arrive, puisqu'on a été créé en 2003 à partir de 3 sites français et que nous avons très fortement investi sur ce même territoire. Alors, je voudrais juste revenir d'abord sur ce qu'a dit Nicolas Bouzou concernant l'Asie et sur ce qui s'est passé
pendant le Covid-19, l'Inde n'a absolument pas caché ce qu'elle appelle la diplomatie médicale et le fait d'assumer finalement le rôle de pharmacien du monde et de fournisseur mondial des produits de la santé. Et aujourd'hui, l'Inde, c'est le premier fournisseur de médicaments génériques du monde. Le secteur pharmaceutique indien approvisionne environ la moitié de la demande mondiale en vaccins, 40% de la demande américaine en médicaments génériques. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé le 3 mars 2020, au moment où le gouvernement indien a interdit complètement l'exportation de plusieurs dizaines de principes actifs pour réserver ces médicaments à ses propres territoires. L'exportation, par exemple, du paracétamol n'a été autorisée à nouveau que 3 mois plus tard, le 28 mai 2020. Donc, il y a un vrai sujet de diplomatie médicale des pays qui, aujourd'hui, disposent de cette, entre guillemets, de cette arme sanitaire qui est la production sur leur territoire. Et ça pose effectivement un véritable problème. Et pour dire un peu le fond de ma pensée, il faut définir ce qu'il faut relocaliser pour soigner. Et pour soigner, il faut des principes actifs. Et la crise a montré extrêmement cruellement le manque de dizaines de molécules indispensables. Et chez Sequence, on a pu le constater, ces ruptures d'approvisionnement avaient 2 raisons. La première, c'est la très forte hausse de la demande, prenons l'exemple de la kétamine ou du propofol dans les hôpitaux, mais aussi la baisse extrêmement sensible de l'offre, par exemple générée par l'arrêt des exportations en Inde. Donc il y a un double effet pendant la crise dont il faut se protéger. Et il me semble que le seul moyen, en tout cas pérenne, c'est que l'Europe renforce son tissu industriel pour absolument garantir sur le long terme et de façon donc pérenne la sécurité d'approvisionnement de ces molécules critiques. Merci beaucoup. Serge Bernasconi, je vous passe la parole et puis après on va passer à la question suivante qui est celle du timing. D'accord. J'aurais tendance à dire, j'aurais plutôt être d'accord avec Nicolas et Olivier, aussi avec Pierre sur certains aspects. D'abord, je crois qu'il faut réaliser que dans le domaine des dispositifs médicaux ou des technologies médicales, un certain nombre sont déjà produits en Europe. Donc ce n'est pas que d'un seul coup, on se sent à 100% dépendant de tissus industriels hors de l'Europe. Si on regarde les respirateurs, etc., il y a nos respirateurs qui sont produits en Allemagne, qui sont produits en Irlande, etc. Donc on est déjà en Europe. Deuxième point, c'est qu'il faut arriver à déterminer, mais on parle de quoi ? On parle de quoi ? Parce que on utilise des grands termes, on veut rapatrier l'industrie, mais quoi dans l'industrie ? Parce que rapatrier l'intégralité de l'industrie, c'est totalement illusoire, c'est impossible, enfin, il ne faut pas rêver. Alors je crois qu'il faut déjà arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on considère des produits absolument stratégiques, et déterminer à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour ces produits ? Dans le domaine des technologies médicales, que ce soit les tests diagnostiques ou les dispositifs médicaux, il faut voir que très souvent, on assemble des éléments. Donc de toute manière, on est extrêmement dépendant d'un certain nombre de fournisseurs, extrêmement variés, et ce n'est pas aussi simple ça de dire on va tout ramener en Europe, parce qu'on restera, qu'on le veuille ou non, toujours dépendant d'un certain nombre de fournisseurs qui sont basés un peu partout dans le monde. Alors maintenant, on peut discuter, est-ce qu'il y a des solutions autour de ça ? Et je crois qu'il faut engager le débat. Je pense que ce qui s'est passé durant la crise est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut aussi dire qu'on a quand même, en tant qu'industriel, répondu pas mal à la demande. Oui, il y a peut-être eu un décalage dans l'offre à un certain moment, mais globalement, on a quand même réussi à répondre à la demande. Ensuite, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est pas simplement, le phénomène, il n'est pas seulement hors de l'Europe. On a vu un problème à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire quand vous avez des pays qui ferment leurs frontières, ce qui à mon avis était complètement, c'est un autre monde, okay, et que vous êtes dépendant de pièces qui viennent d'Italie, qui doivent aller vers l'Irlande pour produire des respirateurs de manière on a déjà un problème à l'intérieur de l'Europe qu'il faut qu'on résoudre. On doit résoudre ce problème, on doit ouvrir les frontières. Alors bien sûr que je crois que tout le monde s'est fait prendre un peu à contre-pied par cette crise, même si on aurait dû la voir venir. Ça a créé des situations totalement ubuesques. Et je crois qu'il faut déjà, s'assurer que, quoi qu'il se passe dans l'avenir, on ne se retrouve pas dans une telle situation. Si on fait déjà ça, on va déjà pas mal améliorer la situation. Deuxièmement, il faut déterminer qu'est-ce qu'on a besoin. Et puis, je crois qu'il faut être réaliste. Je suis complètement d'accord. C'est illusoire de penser que demain, on va pouvoir produire en Europe. Non.
Il y a des conséquences à ça. D'abord, il y a un problème de temps, il y a un problème de coût. On va en reparler. Qui va payer ça? Ouais. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et je crois qu'il faut un débat, bien sûr. Je crois que l'opportunité de la crise, pour moi, c'est plus l'ouverture d'un débat et d'essayer de voir quelles sont les solutions. Et les solutions ne sont pas que on ramène tout en Europe. Il y a des solutions de distribution, il y a des solutions qui peuvent exister au niveau européen, sur lesquelles il faut qu'on se penche. Donc il y a des alternatives, je dirais, à la pure on ramène tout en Europe, qui pour moi est illusoire. Ok, merci beaucoup. Je pense que les messages sont passés. On va passer à la question suivante. Donc la question suivante, c'est la question du timing d'une relocalisation ou rapatriement partiel d'une partie de la production. On a posé la question à Paul Hudson, donc on va l'écouter et puis je vais vous demander de réagir. On ne fera pas toujours comme ça, mais on va refaire comme ça pour cette fois-ci. Donc, la vraie question est de savoir est-ce qu'on peut le faire. Pour Sanofi, on fabrique des médicaments en Europe, mais ce n'est pas vrai pour toutes les autres entreprises. En rassemblant les activités de certains de nos sites, nous créons une opportunité pour permettre à d'autres entreprises de nous rejoindre et fabriquer des médicaments dans nos usines. Ils le font déjà partiellement aujourd'hui, mais on peut faire plus. Ce travail est déjà en cours, mais pour que les autres puissent nous rejoindre, cela prendra 1, 2 ou même 3 ans. Il faut le faire malgré tout. Il pourrait y avoir une autre pandémie ou bien juste une rupture de stock de médicaments dont les gens qui sont chroniquement malades ont véritablement besoin. Donc cela a démarré et il faut que ça continue. 1, 2, 3 ans pour éventuellement rapatrier une partie de la production. Pierre Luzeau, vous voulez nous dire un peu plus, parce que vous nous avez répondu en général, mais quand on s'est parlé, vous m'avez raconté un peu plus techniquement, mais de façon très compréhensible, ce que vous faisiez et qu'est-ce que ça impliquait en termes de timing et aussi de coût. Alors, je vais commencer évidemment par le timing, puisque, alors moi, j'ai probablement, je suis peut-être un peu moins positif que Paul Hudson. Je pense que relocaliser des molécules de la chimie de façon compétitive et responsable, ça prend plutôt entre 3 et 5 ans. D'abord parce que la pharmacie, c'est un temps long. Les processus de développement, de qualification, de validation sont extrêmement longs. On a aussi des normes GMP qui sont rigoureuses et que l'application de ces normes doit être contrôlée. Et c'est vraiment très bien ainsi. Je pense que c'est quelque chose qu'en France et en Europe, sur lequel on ne peut pas évidemment négocier. Je pense que pour accélérer le temps et pour faire en sorte que ça soit plus rapide, il y a une chose très simple à faire, puisqu'on nous demande de relocaliser, c'est d'utiliser les sites industriels qui existent en Europe. C'est d'abord ce qui est le plus rapide et le plus efficace, puisque en tout état de cause, les compétences, les expertises sur nos activités existent. On a des infrastructures en place. Et donc, il faut éviter de faire comme ce qui a été annoncé aux États-Unis par le président Trump, c'est-à-dire de construire des nouvelles usines pour produire les médicaments d'hier et de demain. On a des sites existants. Il faut investir dans des technologies innovantes qui peuvent être compétitives. Je donnerai des exemples tout à l'heure sur nos métiers. Mais en tout cas, le temps sera de toute manière long. On est dans des temps longs. Et un point que je voudrais rajouter qui est très important, c'est qu'évidemment, il faut coordonner l'approche au niveau européen. La France seule, évidemment, ne joue pas. Et avoir une approche, comme il a été dit tout à l'heure, au niveau européen, sur toute la chaîne de valeur ajoutée, pour surtout pas créer de surcapacité chronique qui viendrait détruire notre industrie. En tout état de cause aussi, ça ne peut pas être, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Serge Bernasconi tout à l'heure, c'est qu'on ne peut absolument pas tout rapatrier. C'est illusoire. La pharmacie est un métier mondial, on a beaucoup d'interdépendances et puis surtout des marchés qui sont globaux. Donc il faut peut-être se focaliser sur les molécules qui sont le plus en rupture, les produits qui sont montrés pendant la crise Covid un manque d'offres, et travailler préférentiellement sur ces produits. Mais voilà, 3-5 ans, je pense que c'est le bon timing. Ok, Nicolas, tu veux réagir à ça? Oui, alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Déjà, monter des usines en France, c'est très compliqué et c'est très long. Okay. C'est à peu près 7 ans en moyenne. Voyez, mais là, pour des raisons... Donc pour monter une usine fonctionnelle.
Oui, pour avoir toutes les autorisations, etc. Alors c'est quelque chose qu'on essaie de... Enfin, il y a un grand débat en ce moment, y compris au sein de la majorité. Puisque vous avez d'un côté une loi qui est une loi de simplification administrative qui est en discussion à l'Assemblée nationale, dont le rapporteur est un député formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Guillaume Kasbarian et qui, lui, essaie au contraire de raccourcir ces délais. Et de l'autre côté, vous avez la partie écologiste de la majorité, avec notamment Barbara Pompili, qui a un poste éminent au gouvernement et qui, elle, est plutôt favorable au renforcement des contrôles et donc plutôt un allongement. Donc vous voyez que vous avez ce débat à l'intérieur même de la majorité. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ça restera extrêmement compliqué et long d'implanter ou de rapatrier, mais c'est la même chose en fait, des usines en France. Donc je suis entièrement d'accord, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre notre outil industriel plus gros et plus adaptable. En fait, c'est ça le grand sujet, qui est un sujet d'ailleurs intellectuellement passionnant. C'est comment est-ce qu'on a un outil industriel qui peut fabriquer des productions extrêmement diverses. Je prends un exemple en 10 secondes, vraiment, mais très pédagogique. On a beaucoup dit au début de la crise, il faut des usines de masques en France. Or, en fait, non, il ne faut pas d'usines de masques. Parce que les masques, en plus, là, on parlait de la question des surproductions, mais là, on fait face à un virus respiratoire. Le prochain coup, ce sera peut-être un virus digestif, j'en sais rien, mais en tout cas pas respiratoire, et donc on aura peut-être besoin d'autre chose. Donc la question, ce n'est pas d'avoir des usines de masques, c'est d'avoir des usines capables de produire des masques et capables de produire d'autres choses. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné avec le gel hydroalcoolique. J'ai la semaine dernière quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a offert une grande bouteille de gel hydroalcoolique. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il m'a dit, je suis un fabricant de sauce barbecue. Voilà. Et il a réussi à faire. Voilà, il a fait avec son... Donc il faut aller vers ça, et ça peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ce sont des mesures de politique économique qui aident l'investissement, et qui sont d'ailleurs dans le plan de relance. C'est ça le bon angle, si on veut pousser ça. Il faut pousser l'investissement, il faut pousser les investissements. Alors dans la pharmacie, dans les grandes boîtes pharmaceutiques, ce que je dis, j'enfonce une porte ouverte, mais dans l'industrie en règle générale, il faut... pousser les investissements, alors très classiques, et le numérique évidemment, mais les robots, il y a peu de robots en France, la fabrication additive, les imprimantes 3D, il y a très peu d'imprimantes 3D en France, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut faire pour moderniser notre capacité industrielle, la grossir et la rendre plus flexible, plus adaptable. Ok, merci. Olivier, tu as... Oui, je vais pas faire de commentaires sur le temps plus que les experts ne l'ont fait avant moi, mais pour ajouter peut-être 2 points, je crois qu'il s'agit de savoir effectivement, on l'a dit, la chaîne de production est complexe. Alors, de quoi parle-t-on? Effectivement, la fabrication, l'emballage, la finition, les matières premières. Donc tout ça, ça prend effectivement du temps. Et comme le disait Nicolas, je crois qu'en plus du temps technique et technologique, il y a aussi le temps administratif des homologations. Je crois qu'en France, on peut se targuer d'avoir des normes sociales et environnementales qui sont importantes, et il ne faut sans doute pas prendre des raccourcis sur ça. Donc il va toujours y avoir un temps incompressible qui va au-delà du temps technique et technologique. Mais je vous donnerai un exemple à la limite un peu personnel, puisque on parle de produire aussi les médicaments du futur et les besoins du futur, et donc en particulier on passe d'une médecine, on va dire chimique et de forme sèche, à une médecine beaucoup plus biologique, comme on le sait, et la bioproduction en France est relativement en retard, puisqu'on a 32 sites de bioproduction, si on a recherché quelques chiffres, et parmi ces sites, en fait, ce qui nous manque, c'est une capacité à produire des packs commerciaux. Donc à être en situation justement de produire et de fournir. Et je l'ai expérimenté, je vais vous dire personnellement, puisque nous sommes impliqués dans une recherche d'un candidat vaccin en partenariat avec l'Université d'Oxford. Et quand on a cherché justement à créer notre chaîne d'approvisionnement en France avec des partenaires, on ne pouvait pas trouver en France le partenaire qui suffisamment rapidement allait être capable de modifier ces chaînes et de faire des choix pour intégrer notre vecteur viral vivant, parce qu'ensuite, il faut pouvoir aussi gérer cette technologie. Aujourd'hui, ça n'existe pas en France. J'ai personnellement essayé de trouver un partenaire pour faire ça. Ça n'était pas possible en termes de timing et en termes de capacité de production de packs commerciaux. Ce n'était pas possible. Donc, on a ces enjeux-là qui me semblent extrêmement importants, et ce que vous disiez me semble aussi extrêmement intéressant, c'est-à-dire se mettre en capacité de réagir à l'urgence, donc de pouvoir shifter très rapidement ce que l'on fait. Une chaîne qui était dédiée à quelque chose, la dédier à autre chose, ou un constructeur automobile qui fait des respirateurs, LVMH qui fait du gel hydroalcoolique. C'est 2 choses différentes. On peut shifter une chaîne ou alors se réinventer un petit peu une production. Donc ces éléments-là me semblent intéressants et permettent de pallier à une notion de temps qui serait de « je reconstruis une usine de zéro » qui là, pour le coup, est sans doute très, très irréaliste. Ok, merci. Serge Bernasconi, je vous laisse réagir parce que les dispositifs médicaux, ils ont été particulièrement impliqués justement dans cette capacité à flexibiliser leur production.
Oui, alors, répondre à la question du temps, je ne sais pas si je peux y répondre, franchement, parce que on peut parler de beaucoup de différents types de produits. Certains peuvent potentiellement aller plus vite, d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je suis complètement d'accord. Attention, on est dans des produits de santé. On ne produit pas des bonbons. Okay. On est dans des produits de santé qui répondent à des réglementations qui sont des réglementations fortes, exigeantes, ce qui est d'ailleurs très bien, puisqu'elles sont là pour garantir auprès du patient qu'on ne fasse pas de n'importe quoi. Donc, je ne sais pas. Au niveau du temps, je ne sais pas. Il y a des choses peut-être plus rapides que d'autres. Je crois qu'il y a des paramètres, par contre, à nouveau, je crois qu'il faut déjà penser Europe, il ne faut pas penser pays. C'est impossible de penser pays, je suis désolé, dans ces dimensions-là. Et puis, on a vu, l'un des problèmes, c'est qu'on parle de combien aussi. Parce que c'est bien beau de dire on veut ramener en France, en Europe, etc. Mais on parle de quel type de volume, on parle de quel type de demande. Un des gros problèmes qui s'est passé durant la première phase de la crise, c'est que personne n'était capable de donner exactement. On parlait de quoi? On parlait de 10 000, de 100 000, d'1 million, et je peux vous assurer que les industriels ont essayé de réagir le plus rapidement possible par rapport à la demande. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir pas mal de ventilateurs qui sont sur des parkings qui attendent d'être alloués, parce que tout le monde s'est mis à produire. Donc, je pense que pour moi, c'est un phénomène qui doit être en discussion, en échange avec les autorités pour comprendre, et pas que les autorités nationales. Il faudrait déjà que les autorités nationales se mettent d'accord au niveau européen. Ça serait déjà très très bien, parce qu'on pourrait déjà peut-être avoir une certaine vision. Ce qui manque aujourd'hui, je veux dire le plus, c'est qu'on ne sait pas trop. On comprend le principe, qui est tout à fait acceptable, mais après, c'est pour combien? Et tout ça est essentiel, parce que si on ne fait pas ce travail, je dirais, d'approche, il ne faut pas être dans la réactivité. Oui, je comprends. Vous savez quoi? On produira, si demain, malheureusement, on doit faire face à une deuxième vague, on n'aura pas le temps de changer les cycles de production, etc. Il va falloir faire avec ce que l'on a. Je pense qu'on va être mieux qu'on a été la première fois, j'espère, du moins. Il faut espérer. Mais après, je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de discuter pour comprendre exactement ce que l'on veut, combien, où, et le temps, ça ne sera pas court. Moi, ce que je peux vous dire, ça ne peut pas être court. Maintenant, je sais que parfois, malheureusement, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une forme de pression politique. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'à la prochaine pandémie où on n'a pas de masque, ça ne passera pas. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que nous, industriels, on est face à une pression politique. Et on est en train d'essayer de naviguer là-dessus, où on nous dit, mais pratiquement, bah oui, il faudrait que demain, vous ayez vos sites de production en France pour tous les produits. Et vous savez quoi? On vous adore, mais on ne le fera pas. Okay. Merci beaucoup. Il y a un autre sujet qui est celui de la collaboration entre industriels, qui a émergé un peu. On sait qu'il y a plusieurs industriels qui ont déjà commencé à collaborer. Peut-être, Olivier, est-ce que tu veux nous dire, vous collaborez avec une université, ce qui est un tout petit peu différent. Est-ce qu'il va y avoir plus de collaboration entre industriels, justement pour répondre à ce besoin de mutualisation? Oui. Alors, dans le cadre du vaccin, on collabore avec une université, c'est vrai. Donc, il y a des partenariats publics-privés, comme on dit, qui sont absolument essentiels. Après, on a aussi un partenariat avec ce qu'on appelle donc, des CDMO, ceux qui fabriquent justement, qui font de la mise en bouteille, par exemple. Et ça aussi, c'est extrêmement important comme type de partenariat. Donc, il y a un partenariat entre celui qui fait de la recherche et développement et puis ceux qui peuvent faire justement de la production, mais qui n'est pas de la production interne au laboratoire. Donc, ces partenariats-là sont aussi importants. Mais aussi, si on sort du vaccin pour une minute, nous, on a des partenariats avec, par exemple, MSD en cancérologie, Daiichi Sankyo en cancérologie, parce que l'on peut faire justement de la recherche, du développement et de la commercialisation ensemble. Et donc, ça se fait effectivement de plus en plus. Et c'est essentiel pour mutualiser les ressources et aussi bénéficier des expertises de chacun. Donc, Daiichi Sankyo a 2 anticorps, des ADC, comme on appelle ça, qui sont extrêmement innovants. Et nous, on a cette capacité, justement, et cette expérience en oncologie qu'eux n'avaient pas forcément, puisqu'ils arrivaient un petit peu plus neufs dans le domaine. Donc, du coup, il y a une entraide qui se crée et quelque chose qui va plus vite en commercialisation et de manière plus précise pour répondre à des besoins patients extrêmement importants. Donc, public-privé, avec des producteurs, avec d'autres partenaires de recherche et de développement et commerciaux, oui, c'est vraiment le temps de s'ouvrir et de faire les choses ensemble. OK. Alors, Sanofi a un partenariat aussi avec GSK, oui. Je crois que c'est sur le vaccin. On a posé la question à Paul Hudson, on va l'écouter, puis après, tu me diras ce que tu en penses.
Pour satisfaire tous les besoins, tous les médicaments essentiels, on a besoin d'un grand niveau de collaboration. Il faut partager les usines. C'est pour ça que nous rassemblons certaines activités en Europe pour permettre de répondre à ces demandes. Mais avant toute chose, eh bien, nous avons besoin d'une collaboration à travers l'Europe. Et il faut comprendre d'où on vient. Avec la pression croissante sur les prix, les médicaments génériques, les médicaments essentiels ont de facto été transférés vers des régions avec des coûts de production plus bas, des standards de qualité peut-être un peu plus faibles, ce qui a amené les prix à baisser constamment. Alors, ce n'est pas tenable de continuer à le faire en Europe, mais pour avoir les bonnes conditions de travail, eh bien, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va acheter un pourcentage de tous les médicaments essentiels provenant d'un partenaire de confiance qui produit en Europe pour l'Europe. Il va peut-être un premium à rajouter, mais cela reflètera le coût de produire ici en Europe. Et cela permettra de garantir la production. Cette collaboration va se révéler essentielle. Trois sujets là. Il y a la réponse à la question, il y a les États et puis il y a ensuite le coût de la production. Est-ce que tu veux me dire un peu sur la convergence, enfin les collaborations entre industries? Oui, oui. Ça, c'est le bon côté de la crise, en fait. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde entier, tous les pays du monde ont un ennemi commun. Alors en fait, c'est logique, parce que ce n'est pas un ennemi humain, c'est un virus. Donc ce n'est pas comme dans une guerre où forcément, forcément il y a des oppositions à l'intérieur de l'humanité. Là, ce n'est pas le cas. Donc comme la crise, elle est mondiale, au fond, il y a une incitation extrêmement forte à collaborer au niveau mondial. D'autant plus, on le voit bien, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on a vécu encore cette semaine, que notre société, elle est incroyablement, formidablement déstabilisée, traumatisée par ce qui arrive. Et on le voit bien quand on fréquente les gouvernants en ce moment, quoi qu'ils fassent, de toute façon, c'est pas bon. Enfin, tout est tragique. Ils ne font rien, c'est mauvais. Ils font des choses, c'est mauvais. Et donc, on est dans une situation, de ce point de vue-là, incroyablement difficile. Et le bon côté, c'est que ça nous force, ça nous oblige à changer nos habitudes et dans le domaine industriel, à aller vers des collaborations qui vont mettre ensemble des gens qui sont très fortement concurrents par ailleurs. Donc ça redessine les cartes et je pense que du point de vue, alors là je ne me place pas du point de vue médical, ça c'est vous qui savez, mais du point de vue de la stratégie d'entreprise et du management, je pense que vraiment on va sortir, beaucoup d'entreprises vont sortir grandies de cette période. Donc c'est pérenne, c'est pas un opportuniste. Je pense que c'est pérenne parce que de toute façon c'est un tel choc et les changements qui sont opérés sont tellement importants. Et en plus, de toute façon, il faut surtout pas revenir en arrière. Ça, c'est le truc que j'arrête pas de dire en ce moment aux entreprises et aux politiques. Si, après la crise, on revient aux habitudes d'avant la crise, non seulement on n'aura eu que les effets négatifs de la crise, qui sont déjà colossaux, mais on n'aura eu que ça. On n'aura pas eu les effets positifs. Et donc, les collaborations entre le public, entre le privé, entre les acteurs privés, mais aussi tout ce qu'on est en train d'apprendre en termes de blocage réglementaire. Il faut vraiment tirer absolument les leçons de tout ça pour au moins, mais en principe, je suis assez optimiste, hein, je pense que ça va se passer comme ça, parce que dans l'humanité, après toutes les crises extrêmement graves, vous avez vraiment une grande période de renaissance. Les crises, c'est ce qu'on va connaître en France. Là, ces prochaines semaines et ces prochains mois, ça va être horrible. Ouais, non, on va se dire les choses, c'est très compliqué. Bon. Mais par contre, je suis très optimiste à l'horizon de 5 ou 10 ans. Moi, je ne suis pas du tout… Vous savez, ceux qui disent en ce moment « génération Covid sacrifiée », je pense que c'est l'inverse. Je pense que les sacrifiés, c'est les quinquagénaires et que ceux qui vont être les grands gagnants de la crise, c'est les jeunes. Je pense que c'est exactement l'inverse. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que oui, pour les entreprises, c'est une période pleine de richesse, pleine d'enseignements et dont les effets positifs seront pérennes. OK. Et dans le domaine du dispositif médical, il y a eu des collaborations aussi qui étaient importantes? Oui, alors déjà, bon, ce n'est pas nouveau dans le domaine des dispositifs médicaux ou des technologies médicales, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on a une industrie qui assemblons beaucoup de technologies. Donc, on est habitué à travailler avec pas mal de fournisseurs différents. Il y a eu des expériences durant la première phase du Covid qui ont été des succès. Il y a eu des expériences qui n'ont pas été des succès. Hein. Il y a aussi eu des échecs. Je crois que ce qui nous a énormément préoccupés, c'est d'arriver à s'assurer qu'on puisse produire des produits de qualité, des produits qui répondent aux exigences, parce que attention que lorsqu'on est dans une phase de crise, d'un seul coup, tout s'ouvre, on peut tout faire. Au bout du chemin, il y a quand même des patients. Donc, et c'est ce qu'on a vu certains échecs, hein, c'est que malgré des coopérations avec des industriels, entre guillemets, de pointe dans notre domaine, on n'a pas réussi à atteindre le niveau d'exigence
que l'on se doit de respecter dans le domaine du médical. Donc, à nouveau, oui, ça peut marcher. Attention qu'on se doit à un niveau d'exigence, de qualité et dans un encadrement réglementaire que l'on doit respecter. Il ne faut pas être dans une forme de réactivité. Je pense que maintenant, il faut regarder plus dans une forme de proactivité par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense que toute coopération, bien sûr, est intéressante. Je pense que ça ouvre de nouvelles avenues. Absolument. Maintenant, attention, attention, vous avez des masques. Je peux vous dire que moi, je suis très préoccupé de voir ce qui se fait en termes de masques. Parce que je suis loin d'être convaincu que tous les masques répondent à la qualité et aux exigences réglementaires et médicales des masques. C'est-à-dire que tout le monde peut faire un masque, bien sûr. Tout le monde peut faire un masque. Maintenant, si c'est pour porter des masques qui ne vous protègent pas, je suis désolé, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, on va probablement bien sentir. On est dans un domaine qui est un domaine réglementé, avec des exigences en termes de qualité, en termes d'efficacité. On ne peut pas remettre ça en cause. Ça, on ne peut pas se le permettre. Oui, je suis un petit peu plus optimiste que Nicolas sur la période de 5 à 10 ans. Moi, je pense vraiment 2 à 3 ans, un autre type de collaboration que l'on a vu naître et que nous, personnellement, AstraZeneca, on a porté avec France Biotech, avec France Digital et avec MedTech in France, ce qu'on a appelé la coalition Innovation Santé, où on s'est réunis avec des startups. Donc, vous imaginez qu'en 48 heures, on a eu 400 startups qui ont répondu à l'appel pour résoudre des problématiques de parcours patient, finalement, pour que les patients puissent rester plus chez eux qu'à l'hôpital et essayer de désengorger donc, le système hospitalier, et puis des problématiques d'organisation hospitalière ou entre ville-hôpital. On n'a pas forcément tout réussi sur ça, je dirais en 2 mois d'avoir un impact, mais on avait plus de 20 laboratoires pharmaceutiques partenaires, donc vous parliez de concurrents qui se rassemblent, là pour le coup on était tous ensemble. On avait le LEM évidemment qui soutenait ça, le LIR qui soutenait ça, Vivalto Santé, l'APHP, les pôles de compétitivité, et on a levé ensemble jusqu'à 2,5 millions pour 20 projets qui ont finalement été sélectionnés sur les 400 au départ. Et ça s'est fait en 2 mois. Et donc l'e-santé, effectivement, est aussi un sujet pour que justement l'impact sur l'organisation des soins soit extrêmement positif et innovante. Allez-y. Oui, je crois que vous avez complètement raison. Et je veux reprendre aussi ce que vous avez dit. Je dirais, grâce à la crise, parce qu'il y a aussi des éléments intéressants qui ressortent de la crise, on a fait des pas en avant extrêmement intéressants, en particulier dans le domaine du digital. Oui, bien sûr. Je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui étaient en discussion depuis des années, pour savoir est-ce qu'on avance, on n'avance pas, est-ce qu'on paye, est-ce qu'on ne paye pas, on rembourse combien, etc. En l'espace de quelques semaines, on a résolu tous ces problèmes. Et on a fait un pas phénoménal en avant, et je suis quand même d'accord, une des grosses préoccupations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas revenir en arrière. Parce que, je ne vous cache pas que sur certains pays, on sent un peu cette volonté de dire « Ouh là là, attention, ça c'était pour la crise, ça représente un coût supplémentaire important, il faut peut-être revenir, on ne va peut-être plus rembourser ceci, on ne va peut-être plus prendre en charge cela. » Ça serait extrêmement dommage parce qu'on a d'abord démontré que ça a apporté des solutions pour suivre les patients, pour s'assurer qu'ils prennent leur traitement, etc. Ça serait extrêmement dommage qu'on dise « Ah bon, mais ça, c'était un phénomène de crise. » Non, ce n'est pas un phénomène de crise. C'est juste un phénomène d'un domaine de santé qui va de l'avant. Merci au Covid, qui nous a permis peut-être de faire ce pont en avant et qui a permis de démontrer que finalement, oui, il y a des tas de solutions qui existent, en particulier dans le domaine du digital. Et surtout, ne revenons pas en arrière. Alors justement, ça souligne le rôle des États, et Paul Hudson en a parlé, il a dit qu'il faut que les États s'engagent. Si nous, on fait des efforts en tant qu'industriels pour essayer de donner plus de souveraineté à l'Europe, il faut que les États s'engagent. Alors les États ont joué des rôles massifs pendant la crise en général, et je pense que voilà. Et donc, du coup, quel serait le rôle des États ou qu'est-ce que doivent faire les États pour plus inciter les industriels? Alors déjà, quand même, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut être très, très critique envers son pays, envers son gouvernement, mais s'il y a un État qui s'est engagé pour soutenir l'économie, c'est l'État français. Okay. Je peux vraiment en témoigner. Je participais à toutes les réunions des économistes auprès du ministre depuis le début de la crise, et l'idée qui a consisté à dire, la stratégie du gouvernement français, dont je ne suis absolument pas le porte-parole, ça a été de dire on va tout faire pour protéger les entreprises, et ce tout faire, honnêtement, a été fait et sans aucun équivalent dans le monde. Donc ça, il faut le dire quand même, parce que moi, je suis toujours du côté des entreprises, on me l'a reproché assez souvent, mais il faut aussi que les entreprises comprennent que l'État, en France, est aussi en ce moment du côté des entreprises et qu'il met des moyens absolument colossaux, extraordinaires, et puis d'ailleurs que ça aura une fin, puisque le plan de relance tel qu'on l'a aujourd'hui,
c'est un plan de relance historique, il n'y en a jamais eu comme ça par le passé, il n'y en aura plus jamais à l'avenir. Voilà, donc il faut avoir conscience de ça. Après, oui, en fait, je pense que c'est très lié à ce qu'on disait, c'est-à-dire que la tentation en France, on le voit par exemple sur le sujet de la télémédecine. La tentation, c'est de dire, voilà, on a fait un truc super pendant la crise, où on le voit aussi d'ailleurs, mais tu connais ça par cœur, dans le domaine de l'organisation hospitalière. On a fait tomber tout un tas de contraintes pendant la crise, mais c'était la crise, et donc ces contraintes, on va les remettre progressivement. Et donc on en revient à ce qu'on disait, je pense que si les États là ont un rôle très positif à jouer, c'est eux-mêmes de faire le bilan en matière d'organisation, surtout parce qu'en matière financière, là, les vannes, elles sont lâchées. Donc ça, mais en matière d'organisation, de faire le bilan de ce qu'on a appris pendant la crise et d'en tirer des conséquences extrêmement concrètes. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui. Il faut vraiment pousser les États et les pouvoirs publics à ça. Alors, on va écouter la vidéo suivante de Paul Hudson parce qu'on lui a demandé qu'est-ce que lui demanderait aux États de façon plus précise si on devait lui poser la question ou s'il devait leur poser une question. Yeah, I do have some advice, which is Alors j'ai bien sûr un conseil, accepter de prendre du recul pour essayer de comprendre ce que nous essayons de faire ici. D'un côté, des ministres de la Santé de différents pays européens, des pays importants, appellent pour dire qu'il y a des problèmes de stock sur certains médicaments et savoir si vous pouvez nous aider à ce sujet. Mais ce sujet, dans l'esprit, est déconnecté de la pression constante des prix qui a conduit à produire des médicaments en Inde et Chine. On ne peut déconnecter ces deux sujets. Et il faut être réaliste également. On doit savoir qu'au fur et à mesure que l'approvisionnement revient, eh bien, on va repasser vers les pays à bas coût, parce qu'on va être sous pression après eh bien, Covid-19. Nous avons donc besoin de gouvernements qui disent eh bien voilà, nous comprenons qu'il est important d'avoir une continuité d'approvisionnement. Donc un pourcentage de nos achats de médicaments viendront de médicaments fabriqués en Europe. Peut-être pas tous, mais nous devons nous assurer que les patients n'en manqueront pas. Et ça, c'est la priorité numéro 1. Et la différence de coût dont nous parlons reste minime et reflète simplement le coût d'une main-d'œuvre de haut niveau en Europe. Alors, je demande aux gens de prendre du recul et de comprendre la situation globale. Parce qu'un centime économisé par-ci, par-là peut signifier qu'une personne n'aura pas accès à son médicament, et ça, c'est pas acceptable. Nous sommes tous dans la santé pour de bonnes raisons, et nous devons trouver un moyen de combler ce fossé. Je pense que c'est faisable. La question justement du coût additionnel à produire en Europe, ce qui aujourd'hui n'est pas produit en Europe, et vous, c'est votre métier. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, en termes d'ordre de grandeur, ce que ça représente? Vous pouvez prendre des exemples concrets de médicaments et nous dire un peu qu'est-ce que ça impliquerait si jamais c'était en Europe que c'était fabriqué. Tout d'abord, je suis 100% aligné avec ce qu'a dit Paul Hudson. D'abord de se focaliser sur un nombre de médicaments limité sur lequel il y a des ruptures et en tout état de cause, s'il y avait un message à donner, c'est continuons à investir sur l'innovation et c'est pour pouvoir avoir des procédés de qualité, respectueux de l'environnement et évidemment compétitifs. Et quand on travaille sur cette innovation et ces procédés compétitifs, je vais parler d'une technologie qu'on va utiliser pour la relocalisation de nombreux médicaments chez Sequence. Par exemple, la chimie en continu, on peut devenir plus compétitif que ces acteurs asiatiques, voire nettement plus compétitif, avec une baisse de la consommation d'énergie de plusieurs dizaines de pourcents, en rendant compactes les unités de production, en réduisant leur taille de 10 à 100 fois, en utilisant plus de solvants, en permettant d'avoir un nombre de séquençage de réactions chimiques bien plus court, bien plus limité. Bref, en synthèse, on peut arriver soit à des coûts équivalents aux producteurs asiatiques, soit significativement plus bas. Un cas particulier est celui du paracétamol sur lequel nous travaillons activement. Si on prend le coût dans le paracétamol du principe actif, ça représente moins de 5% pour le consommateur. Et si on parle du surcoût potentiel d'investissement à réaliser en Europe pour pouvoir le relocaliser, on parle de 1%. Donc 1% sur le prix d'une boîte de paracétamol, si c'est ça le prix de l'indépendance sanitaire et le prix d'une relocalisation, l'a dit Paul Hudson, il ne faut pas se tromper de débat.
Merci beaucoup. Alors, parce que, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une idée fausse selon laquelle toute relocalisation serait forcément trop coûteuse et donc il ne faut pas le faire parce que c'est trop compliqué, et que d'un autre côté, il y a une pression qui est très forte, et ça veut dire que les gens veulent ça. Bien sûr. Et donc, parce qu'une boîte de paracétamol, c'est 2 €. Hein. Donc, si ça passe de 2 € à 2,05 €, est-ce que c'est problématique? Non, ça n'est absolument pas problématique. Et il y a bien une fenêtre pour les relocalisations, aujourd'hui, pour certaines relocalisations, qui est permise par les évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'au fond, quand les délocalisations ont été faites il y a 20 ans vers l'Asie, ces délocalisations elles étaient justifiées par la différence de coût de main-d'œuvre, grosso modo, entre les pays riches et les pays asiatiques, parce que le gros des délocalisations s'est fait en Asie. Aujourd'hui, cette comparaison, cette équation économique est complètement périmée parce que l'industrie peut faire des progrès de productivité liés aux technologies dont je parlais tout à l'heure, les robots, le numérique, l'imprimante 3D, etc. L'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'usine 4.0. Le problème en Europe et plus encore en France, c'est qu'on n'en a pas beaucoup de ces usines 4.0. On est un peu resté sur un vieux modèle industriel. Ça veut dire qu'on peut imaginer de relocaliser, mais ça passe vraiment par une montée en gamme très forte et très rapide du capital, des machines qui sont dans les usines. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, et c'est un peu ce qui a présidé aussi au plan de relance, avec la baisse des impôts de production, avec les programmes d'investissement d'avenir, c'est de se dire, au fond, le mieux qu'on puisse faire pour l'industrialisation, ou la réindustrialisation, c'est de passer par l'investissement, c'est de mettre en œuvre des mesures de politique économique qui vont inciter les industriels à s'industrialiser et à renouveler leur capital. Alors, une fois qu'on a dit ça, je veux dire, qu'il y ait des relocalisations pour des questions de souveraineté, si le coût est réduit, évidemment, il faut le faire. Mais en revanche, il ne faut pas se tromper de débat et pas survendre la promesse des relocalisations, notamment en termes d'emploi. Les délocalisations, ces 20 dernières années, ça a été entre 5 et 10% des pertes d'emploi en France, seulement. Donc c'est très secondaire. Et imaginons qu'on relocalise tout ce qui a été délocalisé, donc ce qui évidemment n'est pas possible, on regagnerait 5 à 10% en théorie de ces pertes d'emploi, c'est-à-dire très peu de choses. Mais en fait, ce ne sera pas du tout le cas, parce que d'une part, on ne va pas tout relocaliser, et surtout, comme je viens de l'expliquer, si on peut relocaliser, c'est au fond parce que la part des coûts de main-d'œuvre dans la comptabilité analytique des usines, elle a considérablement diminué. Pour le dire de façon très... Ce sont des relocalisations quasiment sans emploi, ou avec peu d'emplois. Donc dire, comme le font certaines personnes dans le débat public, il faut relocaliser parce qu'il faut ramener l'emploi, etc., ça ne marche pas. En revanche, si, pour des raisons d'indépendance, avec toutes les réserves que je mets autour de ce terme, je l'ai dit tout à l'heure, mais si pour des raisons d'indépendance, on peut relocaliser avec une augmentation de coûts qui est marginale, oui. Mais en même temps, là, on enfonce un peu une porte ouverte, parce que du coup, ça va se faire. Enfin, vous voyez, du coup, bon. Ok, dans le domaine du dispositif, c'est ces ordres de grandeur, le surcoût à envisager une... Peut-être pas quand même. Alors, je sais qu'il faut savoir de quoi on parle, mais... Ouais. Alors là, très difficile, parce que, à nouveau, si je parle de masque, c'est une chose. Si je parle d'un ventilateur, c'est des notions totalement différentes. Un ventilateur, ça va de 10, 15, 20 000 euros la machine, qu'on verra avec quelques centimes pour un masque. Donc, c'est très difficile à répondre. Moi, je voudrais dire, c'est que, déjà, par rapport à ce que vous avez dit, je crois qu'en effet, les autorités ont énormément réagi, elles font énormément d'efforts pour essayer de relancer le phénomène économique. Je crois qu'ils ont mis sur la table quelque chose qui est absolument incroyable. Je regrette beaucoup qu'il y ait tellement de critiques sur ces éléments-là et que la critique n'est absolument pas productive dans ce que se fait. C'est très dommage. Je pense qu'il y a aussi, au niveau de l'Europe, avec un peu de retard à l'allumage, on est complètement d'accord. Je pense que ce qui manque beaucoup, par contre, c'est de comprendre comment on peut utiliser ces fonds. Parce que, je veux dire, c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur la table, très franchement, extrêmement complexes de comprendre comment on peut les utiliser et pourquoi. Donc, il y a énormément d'efforts à faire pour expliquer comment on peut arriver à utiliser ces fonds. Et au niveau européen comme au niveau français. Maintenant, au niveau des coûts, je crois que c'est assez intéressant de voir comment les gens réagissent. Vous dites, ouais, le paracétamol qui passe de 2 euros à 2,05 € à 2,10 €, c'est assez intéressant. Allez en pharmacie. Quand vous dites aux personnes, vous savez quoi, ça a augmenté, les gens disent, mais j'en veux plus. Même pour 10 centimes, alors que vous dites, mais c'est 10 centimes. Il y a des réactions absolument dingues. Vous dites, bon, vous savez quoi, c'est plus remboursé, c'est 2 €. Ah, j'en veux plus, je ne vais plus le prendre. Donc, je pense qu'il faut être très attentif à ce phénomène de prix. Il est extrêmement sensible, même sur les médicaments. Même pourtant, on pourrait dire, mais attendez, vous traitez votre santé, donc je dirais quelque part, ce n'est pas les 10% de plus, etc., par rapport à votre problématique qui devrait vous empêcher. Là, le Pierre Luzeau dit c'est 1% ou 2%. Oui, alors, donc, Deuxièmement, en particulier quand on parle des investissements que ça peut représenter de rapatrier, on va dire, entre guillemets, en Europe,
Moi, ma problématique, elle n'est pas sur le court terme. Ma problématique, elle est sur le long terme. C'est-à-dire que vous faites les investissements, vous allez produire peut-être en Europe, vous serez probablement moyennement compétitif peut-être par rapport à certaines productions qui peuvent venir de pays comme la Chine ou la Malaisie ou autres. On va accepter ça pendant un certain temps. On va l'accepter, parce que ça fait partie d'une volonté de souveraineté. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Est-ce qu'à ce moment-là, on vous dit « Ah mais oui, mais vous savez quoi, je peux trouver moins cher en Asie. Et donc, ben, je vais d'un seul coup, est-ce que je vais revenir vers un certain modèle? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a mis en place? Ou alors, il faudra créer des phénomènes de protection, de manière à protéger ce qu'on produit en Europe. Et là, on rentre dans d'autres difficultés, qui sont des difficultés d'ordre international, d'accords commerciaux internationaux, etc. Puisque, vous savez bien, si on commence à subventionner trop un certain nombre de nos industries, ben, on va se retrouver avec des problèmes au niveau économique. Donc, moi, ma problématique, elle n'est pas dans l'immédiat, elle est plutôt dans le moyen terme et dans le long terme. Est-ce qu'on crée un système qui est pérenne ou pas? Et s'il est pérenne, est-ce qu'on est prêt à en accepter le coût? Est-ce qu'on est prêt à en accepter le coût? Et si la réponse est oui, bon, pourquoi pas? Je ne suis pas forcément très confiant qu'on puisse dire je suis prêt dans 5 ou 10 ans à accepter que ça peut me coûter 10, 15, 20% plus cher et que le système va le prendre en charge. J'ai mes doutes. Oui. Je suis d'accord avec Serge, c'est la création d'un système pérenne pour garantir la bonne santé, le bon soin, la protection des risques. Donc c'est une grande ambition. Mais il y a peut-être un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que je ne crois pas qu'il faille avoir un débat pour ou contre la relocalisation. Et peut-être qu'on s'est un petit peu engagé directement comme ça, parce que le débat public est en train un petit peu de stigmatiser tout cela en disant relocalisation, relocalisation. Et l'enjeu est de sortir de... La relocalisation est sans doute une solution pour certains produits dans certaines circonstances, mais elle n'est pas la seule. Et c'est très souvent ce que l'on voit dans le débat politique, c'est que tout à coup, on commence à se focaliser sur un mot, qui est parfois mal utilisé et qui devient donc un pour ou contre, on se positionne pour, on se positionne contre, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est contre la relocalisation à tout prix, mais aucun d'entre nous, sans doute, n'est pour que la relocalisation. Et il y a d'autres enjeux, je pense qu'il faut inscrire dans le débat public et que l'État doit se charger aussi de sortir de cette terminologie-là qui devient un peu unique. Ok, très bien. Bah, c'est la dernière question qu'on voulait aborder, donc ça tombe bien. C'est celle de savoir justement si... est-ce que c'était la question la plus prioritaire ou est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser pour que l'Europe puisse faire face aux éventuels challenges de santé qui vont arriver, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Il y a déjà eu 4 pandémies au XXIe siècle. Donc on va écouter Paul Hudson comme ça. Après, ça nous permettra de fluidifier la conversation entre nous. C'est la dernière vidéo et puis après, ce sera à vous. C'est une très bonne question. Comment articuler R&D, production et innovation? Et une question beaucoup plus large, qui est comment l'Europe s'affirme par rapport aux États-Unis et à la Chine. L'approche chinoise était initialement sur la production, ensuite sur le développement de médicaments et maintenant sur la science fondamentale. Les investissements et les opportunités dans le pays sont tels que la Chine sera bien sûr rapidement une force en innovation. Les États-Unis sont déjà leaders avec 90% du capital risque et des investissements et opportunités, aussi bien sur la côte est que ouest. Il est temps pour l'Europe de s'affirmer un petit peu plus. Le nombre de prix Nobel de médecine est très élevé en Europe, mais la médecine translationnelle fait en sorte de basculer la recherche académique vers la création d'une biotech pour s'assurer qu'un médicament peut être développé pendant 10 ans. C'est un engagement de long terme. Il faut que l'Europe crée les conditions pour que ce type d'engagement de long terme soit possible. Pour cela, il faut que l'Union européenne soit une zone attractive. Et pour cela, il faut s'assurer que l'innovation qui existe déjà puisse être récompensée. Quand les prix pour les médicaments innovants sont mis sous pression, cela affaiblit l'attractivité de la région. Et donc, il doit y avoir une meilleure compréhension des cycles d'innovation. Ce que cela veut dire pour les États membres et comment ils s'engagent à créer des écosystèmes vertueux, non en rationnant l'accès à l'innovation. Au final, les médicaments représentent en général 9-10% du total des dépenses. C'est beaucoup, je le conçois, mais nous devons évoluer vers un monde où la valeur est clairement comprise et non juste le prix, la valeur pour les patients et pour les systèmes de santé. Et on voit ça chaque jour
On en a des exemples. Cette dynamique doit changer. L'Europe doit renforcer sa souveraineté sanitaire et elle doit avoir une base d'innovation dynamique. Il dit trois choses. Il dit la Chine, c'était un produit d'imitation, maintenant c'est un produit d'innovation. Les États-Unis, il y a plein de capital, donc ça marche bien. Ensuite, il dit que l'Europe doit, en tant qu'Europe, s'engager sur aussi la R&D pour innover. Puis après, il dit il faudra payer. Ouais, je crois qu'il a 1000 fois raison sur tout. Au fond, les relocalisations, c'est un sujet tout à fait légitime, je l'ai dit, mais le vrai sujet, c'est dans le contexte sanitaire, mais aussi dans le contexte technologique, économique actuel, comment est-ce qu'on s'organise pour avoir une industrie de santé qui se développe énormément en Europe ces prochaines années? Est-ce que c'était le cas au cours des 5 dernières années? Est-ce que ça, non, ça n'a pas, pour toi, ça n'a pas. Le sait. Dans le domaine des dispositifs médicaux, moi j'ai regardé de près, notamment avec nos amis de la MedTech en France, les blocages qui existent, et on voit que, mais comme dans beaucoup de secteurs, on a un tissu entrepreneurial, un tissu d'innovation extrêmement dense en France, mais avec des difficultés qu'on retrouve partout, c'est-à-dire des difficultés parfois à contractualiser avec le public, pas suffisamment d'accès aux capitaux, même si, là, pour le coup, oui, là, honnêtement, on est en train de faire le job et on n'est pas encore au niveau américain, mais là, pour le coup, ça va assez vite. Mais surtout, une complexité épouvantable en matière de labellisation, d'obtention des autorisations, avec parfois des différences entre les pays européens, à tel point que certains industriels me disent, mais parfois, pour nous, il est plus facile de vendre des dispositifs médicaux en Chine ou aux États-Unis qu'en Allemagne. Donc là, si vous voulez, il faut vraiment qu'on tire les leçons. Et je pense que ce n'est pas très difficile en réalité d'en tirer les leçons. Ce sont des problèmes d'organisation et de volonté. Alors la très grande bonne nouvelle, c'est qu'avec cette crise, l'Europe a aussi fait des pas en avant de géants. Et surtout, l'Europe est en train, je suis entièrement d'accord avec vous, l'Europe, comme dans toutes les crises, elle met du temps au démarrage et après elle fait le job, et là elle a fait le job. Mais surtout, ce que j'observe en Europe, et on le voit bien avec par exemple le discours de Thierry Breton, c'est un changement mental. C'est-à-dire que là, il y a un verrou mental qui est en train de sauter. On était dans une Europe qui était une Europe du libre marché pour le consommateur, et on est en train, dans la tête des élites européennes, de passer progressivement à une Europe qui a une volonté de puissance technologique et économique. Le problème, c'est que l'opinion européenne ne l'a pas encore. Et là, pour le coup, les élites sont en avance sur l'opinion européenne. L'opinion européenne, elle reste pacifiste dans le domaine, je ne parle pas dans le domaine militaire, elle reste pacifiste dans le domaine économique, et donc elle est en décalage avec la réalité du monde tel qu'il est notamment pratiqué, tel que le monde des affaires est pratiqué par les Chinois et par les Américains. Mais je suis optimiste, et il faut que vous et nous, mais surtout vous, là pour le coup, vous aidiez l'Europe en disant mais où sont très exactement les points de blocage. Voilà, qu'est-ce qu'on peut changer, quels sont les points de blocage, parce que là, grâce à cette crise, il y a vraiment une fenêtre qui s'est ouverte. Merci beaucoup. Et vous avez cette perception aussi, Olivier? Alors oui, absolument. Et je crois qu'on parlait tout à l'heure du rôle de l'État. Et ce que l'État a bien fait et fait bien, c'est qu'il exprime un vrai volontarisme. Il y a une vraie ouverture, une vraie écoute et un vrai dialogue. Je crois que le risque, il est dans la traduction que l'on trouve au niveau de l'administration. Oui. C'est-à-dire qu'on a une volonté d'aller dans un sens, et derrière, on fait un pas en avant et un petit peu de pas en arrière. On a vu les annonces du président autour du médicament. Paul Hodgson en parlait sur le prix. Il y a quand même un peu un éléphant dans la salle qui consiste à dire que l'enveloppe du médicament est à 0% de croissance depuis 10 ans. On est resté sur, et donc maintenant, effectivement, la part de la dépense du médicament dans les dépenses de santé diminue, ce qui est sans doute très bien, mais en restant stable. Et donc, on accueille l'innovation. Il a dit 9-10%, en France, c'est 15%. Oui, c'est ça, exactement, 14-15. Et donc, on accueille l'innovation, finalement, et on transforme le cancer en maladie chronique, etc., depuis 5 ans, 10 ans, à enveloppe constante. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut quand même d'un point de vue économique, moi je ne connais pas un secteur qui soit autant limité et qui innove autant. Non, il n'y en a pas. Bon, après, c'est le seul secteur où l'État paye 100% de la dépense. Non, mais bien sûr. Okay. Serge, il nous reste 2 minutes. Écoutez, moi je pense que, en fait, cette situation de Covid-19, la crise, c'est en train de se transformer en très belle opportunité pour remettre un système à plat et puis le repenser. Et je pense que c'est un peu la volonté que l'on voit naître, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau des pays. Je pense que malheureusement, l'Europe reste compliquée. Ça, on ne peut pas l'éviter, surtout dans le domaine de santé. Et je crois qu'en ce moment, il y a un débat qui va commencer, qui est terminé. Mais alors, on va jouer comment en Europe sur la santé?
Qui va faire quoi? Qui peut décider quoi? Parce qu'aujourd'hui, une des problématiques qu'on a eues, en particulier dans la première phase, c'est de comprendre entre les États, entre les régions, entre l'Europe, qui faisait quoi, qui pouvait décider de quoi, etc. Je pense que là, on a l'opportunité de regarder le système. Il va falloir se décider, à un moment donné. Oui, on donne plus de pouvoir à l'Europe, on n'en donne pas plus à l'Europe. Si on n'en donne pas plus à l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Si on en donne plus, etc. Ça, il va falloir se décider. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de travail qui est fait, et je dois dire qu'on a beaucoup de relations avec Thierry Breton, qui fait un boulot d'enfer pour essayer de changer toute cette approche, cette mentalité-là. On croise les doigts. Je pense que ce qui va être important, c'est de garder le maximum de dialogue. Il ne va pas falloir avoir peur. Il va falloir avoir peur d'aller de l'avant, de remettre en cause certaines choses. Peut-être qu'il faut accepter que, ben oui, on doit accepter peut-être d'avoir moins de contrôle pour plus d'efficacité à un niveau européen, absolument. Mais il va falloir se décider, parce qu'on ne peut pas continuer. C'est l'Europe qui devait faire. Ah oui, mais l'Europe, elle ne peut pas, parce que ce n'est pas dans ses prérogatives, donc c'est le pays, etc. Ça, c'est une cacophonie qu'on a vécue, en particulier du mois de février jusqu'à maintenant, qui est insoutenable, parce qu'on perd en efficacité, on perd en nous. Et l'Europe reste extrêmement attractive. On a des idées, on a des ingénieurs. Dans le domaine des dispositifs médicaux, l'Europe était une source phénoménale d'innovation. Je pense qu'il y a des fonds en Europe. Ce qui manque, en effet, c'est une certaine vision, c'est une certaine, je dirais, sérénité par rapport aux 5-10 prochaines années. Alors, on est en phase de transition sur des nouvelles réglementations, etc. Il faut regagner ça pour récupérer ce qu'on a eu. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Pierre Luzeau, d'avoir été avec nous en vidéo. Donc, c'est la pause. Il y aura une reprise à 10h30 pour le prochain débat sur le rôle des assureurs dans la santé de demain. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir participé. Merci, Nicolas. Merci. Merci.